C'est bon? Nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux Méziroises et aux Mézirois qui nous regardent. Si vous avez des soucis de son, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires de Facebook. Bien, pour ouvrir la séance du conseil municipal de ce 19 octobre 2022, comme d'habitude, je fais l'appel et ensuite je fais passer la feuille de présence. Donc moi-même présent, Arnaud Padeloup. Présent. Jessica Drouet. Présente. Jocelyn Marc. Présent. Fatima Elouari. Présente. Sébastien Martin. Marie-Noël Archambault me donne pouvoir. Blanche Gall est certainement en retard. Jacques Varlet. Isabelle Anctin donne pouvoir à Madame Elouari. Corinne Ringeval. Isabelle Bento. Vincent Planche. Adam Bakraklik. Frédéric Breckville. Donne pouvoir, j'avais oublié, donne pouvoir. J'écris en même temps. À Guillaume Chabrier. Guillaume Chabrier. Emmanuel Avril donne pouvoir à Isabelle Bento. Zora Imad. Joseph Da. Dina Varejao. Jade Mouton-Godet. Thomas Alberstadt. Jean-Paul Chuvillot donne pouvoir à Jacques Varlet. Lornold. Lassana Adichan donne pouvoir à Nelligo. Et Pierre-Yves Pinchot. Parfait, le quorum étant très largement atteint, je vous fais passer la feuille de présence. Il nous faut, comme d'habitude, nommer une secrétaire de séance. Je propose que ce soit Madame Bento qui soit notre secrétaire de séance. Merci Madame Bento. Vous avez sur table 2 points à rajouter à l'ordre du jour. Il nous faut adopter le fait d'ajouter à l'ordre du jour ces 2 points. Vous aurez le temps de les consulter d'ici la fin du conseil. Ils passeront en fin de conseil, après tous les points de l'ordre du jour que vous avez reçus avec la note de synthèse. Oui. Donc le premier point, il s'agit de la désignation des membres du conseil pour siéger au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées d'ICLECT pour la communauté urbaine GPSO. Je vous propose du coup de le mettre en point 11. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Et ensuite, l'ajout du point 2, enfin du point qui sera le numéro 12. Il s'agit de voter la mise en œuvre de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une action en justice pour diffamation envers les élus de l'exécutif. Qui est contre? Donc la minorité, M. Adichan, Mme Go et Mme Nold. Qui s'abstient? Très bien, vote à la majorité. Je vous en remercie. Hop. Alors, vous avez reçu en information donc les comptes rendus des décisions du maire. Ensuite, en point 1, délibération, il y a le procès verbal de la séance du 26 septembre. Y a-t-il des questions, des interrogations, des demandes de modification sur ce procès verbal? Oui, Madame Nold. On a constaté que le procès verbal n'est pas, le compte rendu n'est pas sur le site officiel de la mairie. Le dernier en date est celui du 30 mai. Donc il manque celui du 4 juillet et du 26 septembre. D'accord. Vous qui êtes à cheval sur le règlement pour les questions diverses, ça fait plusieurs fois qu'on vous amène ce point-là. Nous regardons de suite. J'aurais bien du mal à les envoyer, moi. Effectivement. Bon, moi, Ils doivent être publiés normalement dans les 8 jours après la séance. Alors, je vous rassure, c'est pas moi qui le fais. Mais n'hésitez pas, quand c'est comme ça, à nous envoyer un petit mail et on le mettra. Enfin, on n'a aucune intention de ne pas mettre les comptes rendus. Vous me faites un petit mail et je demanderai au service de le faire. C'est pas moi qui le fais. On a été voir quelque chose et on s'en est rendu compte à ce moment-là. On n'est pas toujours en train, et j'ai pas été voir non plus sur les panneaux d'affichage si c'était fait aussi. Voilà.
nous allons, notre directrice générale des services le fera faire dès demain. Et si ça venait à se réitérer, l'erreur est humaine, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Oui, mais ça fait plusieurs fois quand même. Hein. Oui, donc, ça fait plusieurs fois que vous le dites en conseil. Ben oui, mais ça fait à chaque fois, c'est corrigé. Mais bon, c'est à surveiller, c'est une obligation légale. C'est un oubli du service, mais en tant que conseiller municipal, vous avez le droit de surveiller et de m'interpeller et je ferai le changer. Je ne suis pas tous les jours à vérifier si les services mettent bien en ligne, balayent la bonne rue, etc. Enfin, je ne suis pas derrière le dos des 80 agences CCAS compris. Merci Madame Nol, ce sera modifié. Nous allons devoir du coup voter ce procès verbal. Qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vais laisser la parole à Monsieur Marc pour rapporter le point 2 qui concerne la rémunération des agents recenseurs pour le recensement de la population 2023. La commune doit procéder aux opérations de recensement de sa population du 19 juillet 2023 au 18 février 2023. Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par la commune conformément à la loi relative à la démocratie de proximité. Par conséquent, la commune doit recruter des vacataires, agents recenseurs, pour réaliser cette mission. Il est proposé, selon les préconisations de l'INSEE, de rémunérer ces agents par un forfait par logement recensé, ceci afin de s'assurer que l'ensemble des logements auront fait l'objet d'une visite de l'agent recenseur et de promouvoir les agents les plus performants. Par conséquent, la rémunération des agents sera ainsi composée d'une indemnité forfaitaire de 77,49 € brut, correspondant à 7 heures de formation au taux horaire du SMIC, de 5,50 € brut par logement recensé, d'une prime de fin de mission de 190 € brut versée selon des critères de ponctualité, de rigueur et motivation, de soins dans les documents rendus, ainsi que du délai de complétude du recensement du secteur attribué. Ce mode de rémunération permet à chaque agent de prétendre, en fonction de son efficience, à une rémunération comprise entre 1 000 et 1 300 € net. Ainsi, pour le recrutement des 7 agents, environ 1 555 logements, le coût pour la commune serait de 15 200 €, toutes charges comprises, auxquelles il faut rajouter le coût des agents communaux mobilisés sur cette opération. La dotation forfaitaire versée par l'État s'élèvera à 6 749 €. Je vous oblige pas avec tous les décrets. Considérant qu'il convient d'autoriser le recrutement d'agents recenseurs et de déterminer leur rémunération dans le cadre des opérations de recensement de la population 2023, il est proposé aux membres du Conseil de créer des emplois de vacataires afin d'assurer les opérations de recensement de la population des mois de janvier et février 2023, de déterminer la rémunération de chacun des vacataires qui se composera comme suit. Une indemnité forfaitaire de 77,49 € brut correspondant à 7 heures de formation, 5,50 € brut par logement recensé, une prime de fin de mission de 190 € brut versée selon des critères de ponctualité, de rigueur et motivation, de soins dans les documents rendus, ainsi que du délai de complétude du recensement du secteur attribué. De préciser que la dépense sera inscrite au budget primitif 2023 et versée aux vacataires concernés au terme de leur mission sur le train de paie de mars 2023. Monsieur le maire. Merci, Monsieur Marc. À ajouter qu'avant le vote du point 2, Madame Gall est arrivée en retard, mais je sais qu'elle a une bonne excuse puisqu'elle donne des cours de yoga et voilà, elle court quand il y a conseil municipal. Merci, Madame Gall. Je vous passe la feuille de présence et ceux qui ont pouvoir, il faut signer aussi à la place du pouvoir, donc on refait le tour de la feuille, s'il vous plaît. Sur le point 2, y a-t-il des questions? Madame Go. Juste savoir, en plus des 7 agents qu'on recrute, combien d'agents municipaux vont participer? Aucun. Ah si. Si. Il y en a au moins 3. Attendez,
crois qu'on n'est pas d'accord sur la compréhension de la question. D'accord. Du coup, j'avais compris votre question en pensant que vous pensiez qu'il y avait des agents qui allaient faire cette mission. Mais votre question est bien, est-ce qu'il y a des agents en complément de leur temps potentiellement partiel qui se seraient proposés pour rajouter cela? C'est pas ça votre question? C'est pas ça, D'accord. Dans la délibération, il y a écrit en plus des agents communaux. On recrute 7 agents recenseurs. Oui, parce que c'est dans le cadre de la coordination. Les agents communaux sont forcément mobilisés pour coordonner. Mais pour faire le recensement, il nous faut 7 agents. Et dans les 7 agents, il peut y avoir des candidats, soit des habitants, donc on en a déjà reçu, soit des agents eux-mêmes qui peuvent être, par exemple, sur un contrat de 17 heures ou autre, et pour compléter, qui prendraient la mission. Voilà. Mais c'est 7 agents en plus. 7 agents recenseurs en vacation pour un mois, du 19 janvier au 18 février. Donc en tout, 7 agents recenseurs. Exactement. Voilà. C'est ce qui est écrit sur la délibération. On recrute 7 agents recenseurs. Oui, mais ça apporte à confusion. Moi, je comprends qu'il y a des agents communaux et en plus, pour qu'il n'y a pas assez, on rajoute des agents recenseurs. Les agents communaux, c'est vraiment pour encadrer. Ça marche. Merci. Oui, mais je pense que ça va, ils ont compris. Parmi les agents recenseurs, il peut y avoir des agents communaux à temps partiel. Ça, c'est compris. OK. Donc, on est clair. D'autres questions? Parfait. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point 3. Alors, c'est moi qui le rapporte. Point ô combien important. Suite à la délibération du 15 février 2022. Le montant d'acquisition de mise en vente du futur cabinet médical situé rue des Deux Frères Laporte et rue Renard-Benoît de 1 426 800 € a été soumis à validation du service des domaines qui l'a approuvé par avis du 16 mars 2022. La commune a alors sollicité le concours de partenaires financiers auprès de la région Île-de-France, de l'Agence régionale de santé et de la communauté urbaine. 2 de ces dossiers de subvention sont en cours d'étude et le 3e doit être déposé pour l'exercice 2023. Ce 3e, si jamais il y a la question, ce 3e est celui de la communauté urbaine. Cette recherche de partenaires financiers se poursuit dans le cadre du projet éventuel de constitution d'une société d'économie mixte afin de ne pas impacter les finances de la commune. Sur ces entrefaites, le permis de construire a été délivré et le promoteur souhaite commencer les travaux de réalisation dès l'automne. Aussi, il convient d'autoriser à présent la signature d'une promesse de vente. Considérant qu'il convient d'autoriser la signature de cette promesse de vente au profit de la commune, il est proposé aux membres du conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer la promesse de vente puis la vente en VFA des 611 mètres carrés pour le cabinet médical prévu au sein de l'ensemble immobilier situé rue des Deux Frères Laporte, rue Renard-Benoît, ainsi que de 14 places de stationnement privatives d'une valeur de 1 426 800 € TTC, sous, malgré tout, des conditions suspensives. Il y en a 2. La première, l'obtention des financements nécessaires dans le délai imparti. La deuxième, l'engagement de réinstallation de minimum 50% des professionnels de santé exerçant actuellement dans l'ancien cabinet médical. D'autoriser le versement d'un acompte à hauteur de 10% sur le budget 2022. Et enfin, d'autoriser la prise en charge par la commune des frais annexes nécessaires à la réalisation de ce projet si cela s'avère nécessaire. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, Madame Nold. Là, vous demandez l'autorisation pour la promesse de vente, mais on n'a aucun élément ni financier ni rien puisque vous n'avez pas encore obtenu les subventions. Là, on est en train de vous signer un chèque en blanc par rapport au cabinet médical. Bah non, parce que déjà, si vous lisez la délibération, il y a 2 conditions. D'une part, c'est qu'on a les subventions. Et vous savez comme moi que les subventions, on les attend. Il n'empêche que le promoteur et les médecins, ils attendent que nous, on s'engage. Et donc, c'est écrit noir sur blanc que dans les conditions suspensives, donc c'est une promesse, comme quand vous achetez une maison, vous faites une promesse d'achat, il y a des conditions suspensives qui vous exonèrent de frais si jamais, pour les raisons qui sont évoquées, vous ne pouvez pas acheter. Donc, si on n'obtient pas les subventions que nous souhaitons, on pourra se rétracter de cette promesse d'achat. Mais il faut bien démarrer à un moment donné. Même si les travaux sont commencés. Ah bah oui, mais après, ça sera à la charge du promoteur de trouver un autre acheteur.
Mais nous avons bien l'envie d'aller jusqu'au bout et de l'acheter. Mais dans les conditions suspensives, nous souhaitons qu'il y ait au minimum 50% des médecins sortants qui s'engagent à louer chez nous, en tout cas le futur chez nous, et également que nous ayons les subventions dont on a cité dans la délibération. Ensuite, je mets aussi dans la délibération que nous sommes en train de travailler, puisque là, vous pouvez imaginer, et vous l'imaginez quand je vois votre regard, que c'est la commune qui va emprunter les 1 400 000 000, sauf que si vous lisez bien, c'est écrit que nous émettons aussi l'idée de créer une société d'économie mixte de manière à ne pas impacter les finances de la commune et de faire porter l'achat par une société dont nous serons nous-mêmes actionnaires avec d'autres personnes, peut-être d'autres SEM, mais en tout cas on travaille aussi sur cette hypothèse. Donc là on signe une promesse d'achat. Mais justement, par rapport à cette société d'économie mixte, qui va rentrer dans cette société? Quels sont les partenaires qui vont y rentrer? Et pour quel montant la commune va y rentrer au niveau capital? Parce que la société, elle va bien marcher avec de l'argent, elle ne va pas marcher avec... Voilà. Et alors ça, vous le verrez. Alors si vous avez lu la note de synthèse... Oui, je l'ai bien lu. Voilà. Oui. Dans la DM numéro 2, il y a écrit un paragraphe qui vous dit, puisque nous modifions, nous avions mis au budget investissement pas loin de 700 000 € pour le cabinet médical, qu'on ne dépensera pas, vu qu'en fait, on va dépenser que 10%. Il y en a moins que 700, puisque vous avez, dans les décisions modificatives, vous en enlevez, il ne reste plus que 580 voilà. ou 570. Et sur ce paragraphe, nous vous expliquons qu'on va dépenser cette année que 10% d'1,4 million, donc 142 000 €. Et à l'issue, un plan de financement, quand on se sera... quand on aura eu les accords de subvention, quand on saura si on monte une SEB ou si on l'achète en propre, un plan de financement sera proposé en conseil municipal. Et cette société d'économie mixte, elle va continuer aussi pour l'aménagement intérieur, parce que c'est quand même la commune qu'il faudra qu'il fasse l'aménagement intérieur. Ben non, ce sera la SEB. Médecins. Ah ben non, ce sera la société. Oui, mais bon, ça revient au même. Enfin, il faut que quelqu'un le finance. Ce sera la société. Et donc les actionnaires, dont la commune. Dont la commune. Mais la société pourra très bien faire un emprunt pour l'aménagement intérieur, sans impacter les finances de la commune. Je vous invite à regarder ce que c'est qu'une société d'économie mixte. J'ai bien regardé, regardé sur Internet. Si je vous pose des questions, c'est pour ça, justement. Parce que ça me paraît nébuleux. Déjà, on n'a pas de plan de financement. On ne sait pas où on va, là. Vous signez une promesse de vente. Une promesse d'achat, oui. Avec des conditions suspensives. Puisqu'il faut bien que le promoteur... Moi, demain, ni les médecins, ni les habitants n'ont envie que ce cabinet se transforme en bureau. Ou, voilà. Et donc, pour le réserver, il faut signer une promesse sous condition et verser 10% d'acompte. Point. On ne va pas chercher plus loin, Madame Noll. Voilà, c'est tout. Y a-t-il d'autres questions? Non, mais c'est déjà pas mal quand même. C'est pas mal. Comment? Oui. Bon. Je vous donne quand même une bonne nouvelle, Madame Nold, qui vient d'arriver ce jour. Dans les 3 subventionneurs, nous avons l'Agence régionale de santé qui vient de nous donner son accord de subvention. Vous voyez, aujourd'hui. Donc, voilà. Moi, j'aime bien voir les choses noir sur blanc. Donc, c'est tout. Là, c'est nébuleux. Enfin, pour moi, j'ai pas de chiffres, j'ai rien. Vous allez présenter ça dans un autre conseil parce que bon, vous attendez peut-être, mais je trouve que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs là. D'accord. Et c'est tout. C'est ce que je pense. Voilà. Okay. Très bien, Madame Noll. Merci. Mon opinion. Bien, qui est contre? Donc, Monsieur Adichan, Madame Go et Madame Nold. Qui s'abstient? Madame Bento. Je vous remercie. Vote à la majorité. Ensuite, le point 4, il s'agit d'une énième et j'espère de la dernière modification du règlement intérieur enfant-jeunesse 2022 et 2023. Et je laisse Madame Éloiry vous expliquer tout cela. Merci Monsieur Fontaine. Alors, lors de la rentrée de septembre, force a été de constater que le fonctionnement de l'étude surveillée proposée aux familles est insatisfaisant sur plusieurs points. D'une part, il n'y a actuellement aucun enseignant volontaire pour faire cette étude sur l'école de la Villeneuve. Le service n'y est donc pas proposé malgré la demande de plusieurs familles, et la recherche d'enseignants volontaires sur d'autres communes alentours s'est révélée impossible du fait de l'éloignement de cette école. D'autre part, la liste des familles intéressées sur l'école des Tilleuls est aussi plus importante que ce que le service actuel permet. Les demandes ont donc été hiérarchisées selon les critères sans lien avec les difficultés des enfants ou la situation familiale nécessitant un encadrement des devoirs. Je tiens quand même à préciser que l'étude reste surveillée
non dirigée. Et c'est vraiment pour permettre aux enfants d'avoir un cadre au calme pour travailler sous la surveillance d'un adulte. Donc, pour remédier à ces sources d'insatisfaction, la municipalité souhaite proposer un nouveau mode de fonctionnement à compter de la rentrée des vacances de la Toussaint, tel que défini dans le règlement enfance-jeunesse modifié joint à la convocation. Désormais, l'étude surveillée sera ouverte à tous les enfants de CE1 au CM2 au sein des 2 écoles élémentaires. Je tenais à préciser que pour les CE1 actuellement, c'est uniquement les lundis, jeudis, et donc là, ils auront la possibilité de s'inscrire sur les 4 jours. Les inscriptions seront donc possibles à l'année sur des jours fixes définis lors de l'inscription. Le tarif sera identique à l'accueil de loisirs, le parent n'ayant qu'à choisir entre ces 2 prestations. Un plus pour les parents du coup qui inscrivent leurs enfants à l'étude, le goûter sera fourni à tous. Les enfants de l'étude seront ensuite pris en charge et encadrés soit par un enseignant, soit par un agent d'animation. Les groupes seront composés de manière aléatoire chaque soir. Les enfants inscrits à l'étude ne pourront être récupérés qu'à 18h, là où les enfants inscrits à l'accueil pourront être récupérés entre la sortie de la classe et 18h. Tous conservent bien évidemment la possibilité de rester sur inscription complémentaire à l'accueil entre 18h et 19h. Ce nouveau mode de fonctionnement a été présenté au Conseil d'école des 17 et 18 octobre, donc hier et avant-hier. Par ailleurs, suite au retour des familles, 2 autres modifications sont apportées au règlement. Donc, l'annulation pour motif médical redevient possible sur justificatif. Donc, actuellement, on refusait les justificatifs médicaux des parents et des enfants, mais à partir du 7 novembre, on reprend les certificats médicaux des enfants. Nous permettons aussi, on diminue le délai d'inscription à la LSH pendant les vacances. Actuellement, il fallait s'inscrire 30 jours avant. Maintenant, c'est possible à 21 jours. Et je précise que c'est pour la période des vacances. Donc, 21 jours avant la période des vacances, on s'inscrit pour la période complète. Considérant la volonté municipale d'améliorer le service proposé aux familles, il est donc proposé aux membres du Conseil d'approuver le règlement enfance-jeunesse 2022-2023, modifié et à effet du 7 novembre 2022. Merci, Madame Éloiry. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Drouet. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, vous n'avez pas, il n'y a pas de demande pour les CP? Pardon. Non, c'est à partir du CE1 jusqu'en CM2, après concertation avec les enseignants. CP, c'est trop tôt pour eux, comme c'est l'apprentissage de la lecture. On verra par la suite. Effectivement, Madame Nelligo m'en a parlé à l'heure de la commission, donc c'est à l'étude peut-être pour l'année prochaine, à voir, à réfléchir et à étudier. Nous allons déjà tester cette nouveauté qui est malgré tout encore une bonne nouvelle pour les familles. Et bien sûr, je remercie tous les services enfance-jeunesse ainsi que les instituteurs qui font ce service. Mais du coup, notre service enfance-jeunesse qui se mobilise et qui va du coup être très largement flexible pour pouvoir satisfaire toutes les familles qui étaient jusqu'alors soit en attente pour l'école du bas, soit en désespoir total depuis des années pour l'école du haut. D'autres questions? Bien, je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci à tous. Alors, un point technique, le point 5. Régularisation d'amortissement sur exercice antérieur. Pour rappel, les dotations d'amortissement constituent une dépense obligatoire pour les collectivités dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants. Cette écriture budgétaire, on ne parle bien qu'une écriture budgétaire, consiste à financer via la section de fonctionnement le renouvellement de biens, travaux effectués sur la section d'investissement, en capitalisant sur plusieurs années le montant nécessaire à ce renouvellement. Or, après rapprochement des écritures, il s'avère que l'amortissement de 2 biens a été omis sur plusieurs exercices. Il s'agit du bien de l'année 2018-06 concernant l'extension d'un réseau d'électricité. Les amortissements sont rattrapés sur la période de 2018 à 2021 pour un montant de 3 679,44 €. Du bien 2016-036 concernant l'ouverture de tranchées pour un passage de fourreau pour l'éclairage du terrain de pétanque. Les amortissements sont rattrapés sur la période de 2017 à 2021 pour un montant de 453,60 €. Compte tenu du fait que ces exercices sont clos, la régularisation s'effectue via le compte 1068, qui est un compte de trésorerie. L'impact ne sera donc pas budgétaire. Il convient d'autoriser la trésorerie à créditer le compte
28 15 34 pour effectuer cette correction grâce au compte 1068. L'état de l'actif a ainsi été revu pour les biens amortissables en collaboration, bien évidemment, avec la trésorerie. Considérant que le compte de gestion 2021 fait apparaître que des opérations d'amortissement des immobilisations des comptes d'actifs 21 53 4 n'ont pas été comptabilisées depuis leur acquisition concernant les biens 2016 036 et 2018 06, considérant que la correction d'erreurs sur des exercices antérieurs doit être neutre sur le résultat de l'exercice, considérant que pour assurer la neutralité de ces corrections, il est obligatoire de les corriger par opération d'ordre non budgétaire par le crédit des comptes 28 15 34 et le débit du compte de réserve 1068, qui s'intitule excédent de fonctionnement capitalisé. Il est proposé au Conseil d'autoriser le comptable public à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget de la ville d'un montant de 4 133,04 € par opération d'ordre non budgétaire pour créditer les comptes 28 15 34 selon la répartition affichée en annexe. De préciser que le solde du compte 1068 de 18 298 148,39 € au 31/12/2021 est suffisamment créditeur pour réaliser cette opération. Y a-t-il des questions sur cette délibération technique? Qui est contre? Qui s'abstient? Jean-Paul Chevillat s'abstient. Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Point numéro 6, décision modificative numéro 2 de l'année 2022. Il est soumis aux membres du Conseil la décision modificative numéro 2 sur le budget 2022. D'une part, en fonctionnement, l'ADM vise à réajuster l'ouverture de crédit au chapitre 12, qui s'appelle charges de personnel et assimilés. En effet, les crédits alloués au budget prévisionnel sont insuffisants pour les raisons suivantes. D'une part, l'augmentation de 3,5% de la rémunération des fonctionnaires, et comme je l'avais dit lors du vote du budget, il nous était impossible de l'imaginer, et donc c'est une décision nationale qui impacte toutes les communes de France. Il est rappelé que les 3,5 concernent ce que les agents ont dans leur poche tous les mois, mais à cela s'ajoute l'URSSAF, et puis tous les frais annexes, etc. Ensuite, l'avancement de grade 2022, il s'agit de notre politique ressources humaines, puisque, je rappelle, les agents de la commune de Mézières n'avaient jamais eu d'avancement de grade depuis 2009. Reprise en régie de l'entretien des écoles maternelles, puisque nous avons baissé de 30 000 € le budget alloué à la prestation des ménages, notamment dans nos écoles, pour demander à des agents qui étaient à temps partiel de passer à 35 heures et d'effectuer les ménages eux-mêmes, le ménage eux-mêmes. Donc forcément, cette économie de dépenses engendre aussi des économies de ressources humaines. À cela s'ajoute le succès imprévu de l'ouverture de la LSH durant les vacances d'août, qui a nécessité le recrutement d'animateurs contractuels, avec en prime le versement d'une prime précarité, puisque, en synthèse, quand nous mettions nos enfants à Épône, ils étaient 5, maximum 9. Dès lors où on a décidé d'ouvrir la LSH au mois d'août, cette année tout le mois d'août, c'était des journées normales. On a eu jusqu'à 76 enfants à la LSH, donc on ne pouvait pas l'anticiper. Et donc il nous a fallu recruter des agents sur des contrats d'1 mois. Et qui dit contrat d'1 mois, dit prime de précarité. Donc ce sont des gens payés au SMIC. Mais la prime de précarité, je crois, sans dire les bêtises, c'est à peu près 150 €. Voilà. Donc tout ça a un impact et on est obligé de créditer de nouveau le chapitre 12. Ce réajustement est rendu possible par, puisque vous savez qu'on est obligé d'avoir un budget équilibré, donc si on prend là, il faut prendre l'argent quelque part pour le mettre sur un autre chapitre. D'une part, la suppression du remboursement prévu de 65 095,65 € à GPSO au titre des attributions de compensation 2021. Cette somme sera lissée dans le temps et non pas prise d'un coup en 2022. L'inscription de recettes supplémentaires, à savoir un versement complémentaire de 56 000 € au titre des droits de mutation et de 10 000 € de remboursement de personnel par l'assurance communale pour pallier à des remplacements d'agents absents pour cause d'arrêt maladie. Et enfin, par la reprise d'une ouverture de crédit à hauteur de 172 904,35 € en section d'investissement qui viennent en réduction des crédits alloués au BP pour le projet du cabinet médical. Nous en parlions tout à l'heure. En effet, ces crédits s'avèrent à date superflus à ce stade, étant précisé que le projet est en cours d'étude auprès de subventionneurs et en fonction des retours de ces éventuels partenaires, un plan de financement sera finalisé et
présenté en conseil municipal. Du coup, en investissement, outre la reprise des crédits alloués pour le cabinet médical est également inscrit un réajustement de 4 000 € au profit de l'opération mairie pour l'acquisition d'un nouveau serveur informatique. Ce montant est quant à lui équilibré par une augmentation de l'enveloppe des amortissements recalculée au regard des amortissements intégrés sur l'année. Les deux sections s'équilibrent grâce à la modification du virement de section. Ainsi, la section de fonctionnement... Décidément, c'est tout le monde qui regarde le live. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de vues. La section de fonctionnement est ainsi augmentée de 66 000 € et la section d'investissement est diminuée quant à elle de 168 904,35 €. Considérant qu'il est nécessaire d'ajuster les crédits alloués lors du vote du budget primitif 2022, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter la décision modificative au budget 2022 numéro 2-2022 que je viens de rapporter. Y a-t-il des questions? Madame Nolde. Oui, parce que par rapport aux charges du personnel, bon, l'augmentation de 3,5%, bon, Pierre-Yves, vous avez attiré l'attention là-dessus quand même. Par contre, les avancements de grade, vous aviez dit que c'était déjà prévu dans le budget primitif. Donc, normalement, il ne devrait pas se retrouver là comme cause de l'augmentation des frais de personnel. Sauf que, alors je ne sais pas si vous maîtrisez un peu le rétroplanning des avancements de grade. J'avais en tête lors du vote du budget certains avancements de grade, mais pas tous les avancements de grade que j'ai pu effectuer. Alors je crois de tête que j'en ai fait 14, me semble-t-il. C'est bien ça? Je suis plutôt bon. Donc j'ai fait 14 avancements de grade. J'avais en tête, au vu des dossiers, en faire 6 ou 7, et j'en ai fait plus que... Voilà. Mais donc il n'était pas prévu au budget primitif. Exactement. Mais c'est ce pourquoi je l'écris. Enfin, c'est oui, écrit. Oui, mais bon. Vous posez des questions qui sont écrites. Mais comme vous aviez dit que c'était prévu dans le budget primitif, j'étais étonnée de retrouver cette cause. Par contre, pareil, pour la reprise de la régie du ménage pour les écoles maternelles, oui. Normalement, ça a diminué le montant de la facture des ménages. Exactement. Donc, c'est quasi, je vous le dis, puisque c'est important que l'on le sache, c'est quasi une opération blanche. Sauf que le ménage est mieux fait. En synthèse, je vous l'ai dit quand j'ai présenté la délibération, on diminue le marché du ménage de 30 000 € et les agents avec les produits ménagers nous comptent à peu près 30 000 € par an. Donc c'est une opération blanche, mais quand Mme Elouari et moi on était en conseil d'école, autant le ménage dans les primaires, c'est pas encore ça. Par contre, sur les maternelles, tout le monde est ravi qu'on ait fait ce choix. Oui, voilà. C'est normal, c'est les personnels des écoles maternelles. C'est notre personnel, donc c'est logique. Mais ça coûte à peu près la même somme à la commune, sauf que c'est pas le même chapitre. Là, c'est le chapitre 12, alors que d'habitude, c'est le chapitre prestations de ménage. Voilà. D'accord. C'est bon? Oui. Ah, par contre, non, pour la suppression des remboursements de 65 000 € oui. À GPSO d'attribution compensatoire, vous dites que ça va être lissé, oui. Ça va être... parce que là, vous avez mis que c'était supprimé. Oui, on le supprime, le remboursement sur l'exercice 2022, et il sera lissé 2023, 2024, 2025, donc ça sera dans l'élaboration du prochain budget. On doit cet argent à GPSO dans le cadre des travaux de la CLECT qui avaient été effectués. Vous vous souvenez? Non, mais on espérait qu'on n'avait pas à le payer. 65 000 €, c'était une super économie. J'apprécierais aussi, sait-on jamais, peuvent-ils nous oublier? Donc, nous, on avait compris ça en lisant suppression. On se disait, youpi, on a 65 000 € de moins à payer. Peut-être, ça sera un cadeau de GPSO, peut-être. Enfin, faut pas y croire, quoi. Voilà, j'y crois pas trop non plus. Voilà, j'y crois pas trop non plus. Bon, d'accord. Mais on le paiera. Voilà. C'est bon? Qui est contre cette DM? Jean-Paul Chevillat, Madame Nolde. Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Indemnité des élus. Ah, c'est à moi de rapporter. L'ampleur des missions dévolues aux élus ayant reçu une délégation a évolué depuis le début du mandat. Après échange avec plusieurs d'entre eux, il semble plus juste de modifier la répartition de ces indemnités pour tenir compte du temps consacré aux missions de délégués. Les modifications proposées portent sur 4 conseillers, tel que cela est détaillé dans le document joint en annexe de la présente délibération. Cela est sans conséquence sur l'enveloppe budgétaire globale, puisque rien n'est augmenté. C'est juste, et je vais rentrer dans le détail après à vous avoir apporté, certains conseillers délégués qui ont pris la décision, après concertation de la majorité, soit de ne plus prendre d'indemnité, soit de diminuer leur indemnité pour la répartir sur d'autres. Donc le montant reste le même. Ils sont juste répartis
les tâches et au vu des investissements de chacun. Aussi, considérant la nécessité de mettre à jour le tableau de répartition des indemnités dévolues aux maires, adjoints et conseillers délégués du fait de l'évolution des dossiers dévolus à chacun, considérant que cette répartition des indemnités est sans conséquence sur le budget communal, le plafond voté étant supérieur au montant alloué, il est proposé aux membres du Conseil de fixer les indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués comme indiqué en annexe, de rappeler que le versement de ces indemnités est subordonné à l'établissement d'arrêtés de délégation de fonctions du maire accordés aux adjoints et à certains conseillers municipaux, de rappeler que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice, de préciser que cette mise à jour n'emporte aucune modification de l'enveloppe globale des indemnités telle que déterminée lors de l'installation du Conseil en 2020. En synthèse et en transparence, il s'agit de Madame Bento qui renonce et qui gardera sa délégation, mais qui renonce à toute indemnité, de Monsieur Brequeville qui diminue ses indemnités, et l'enveloppe cumulée des deux, entre Madame Bento, et je remercie, qui renonce à ses indemnités, et de Monsieur Brequeville qui descend, seront répartis, et je pense que tout le monde, en tout cas de la majorité, c'est le travail qu'ils accomplissent, au profit de Thomas Alberstadt et de Zora Imad. Voilà. Y a-t-il des questions? Très bien. Qui est contre? Monsieur Chevillat et Monsieur Adichan, Madame Go et Madame Nold. Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à la majorité. Point 8. Revente d'une parcelle intitulée AA 351 acquise en bien vacants 100 mètres au profit de Monsieur Étienne Koechlin. Madame Drouet, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Donc, pour petit rappel, nous avions acté par délibération le 5 juillet 2021 de l'incorporation au domaine communal de 149 parcelles non bâties, qui sont reconnues comme bien vacants 100 mètres. Suite à cette délibération, Monsieur Étienne Koechlin, qui est propriétaire donc sur Mézières, s'est manifesté pour se porter acquéreur de l'une de ces parcelles. Donc, comme vous le disiez, Monsieur Fontaine, la AA 351, c'est une parcelle qui fait 459 mètres carrés. Et en fait, ce bien est enclavé au sein de sa propriété, comme vous avez pu le voir sur le plan du cadastre. Donc, Monsieur Koechlin est propriétaire également des parcelles AA 255, sur laquelle se trouve sa demeure, la AA 350 et la AA 252. Donc, la parcelle AA 351 est située dans le PLUI dans la zone NV, c'est-à-dire naturelle à valoriser. Et donc, à ce titre, il est proposé de lui céder cette parcelle au prix des terres agricoles que la commune a pu récemment acquérir, c'est-à-dire 4 € du mètre carré. Compte tenu de la surface considérée, cela représenterait une recette pour la commune de 1 836 €. Et on précise que tous les frais annexes, donc bornage, notaire, etc., seront bien sûr à la charge de l'acquéreur. Considérant que la parcelle AA 351 est incluse au sein de la propriété de M. Étienne Koechlin, considérant que la demande de M. Koechlin visant à sécuriser sa propriété est par conséquent légitime, il est proposé ce soir aux membres du Conseil d'approuver la cession de cette parcelle au profit donc de M. Koechlin pour un montant de 4 € par mètre carré, soit un montant total de 1 836 €, et de préciser que les frais annexes seront à sa charge, d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. Merci Madame Drouet. Y a-t-il des questions? Très bien. Je me réjouis, vous voyez Madame Nold, que nous avons voté si bien vacants 100 mètres, puisque ce monsieur serait retrouvé en pleine parcelle avec une propriété de l'État. Et je pense qu'il aurait du mal à s'en sortir. Donc je me réjouis que nous avons pris cette décision et que nous puissions lui restituer là où il vit. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point numéro 9, oui. Du même acabit. Madame Drouet, c'est à vous. C'est ça, voilà. C'est le même type de points. À savoir que, enfin, cette fois-ci, ce serait pour Monsieur Bruno Briens, qui, pour la parcelle L615, qui se trouve également sur sa propriété. Donc, Monsieur Briens s'est manifesté pour se porter acquéreur, voilà, de la parcelle L615, d'une superficie, celle-ci, de 432 mètres carrés, puisqu'elle est enclavée, voilà, sur sa propriété.
Lui, il est propriétaire des parcelles L618, L617 et L616 et L614. Donc, cette parcelle est située en zone naturelle à préserver. Donc, la même chose, on lui propose de l'acquérir pour 4 € du mètre carré. Et étant donné la surface, on ferait une recette pour la commune de 1 728 €. Pareil, pour les frais annexes à la charge, bien sûr, de l'acquéreur. Donc, considérant que la parcelle L615 est incluse au sein de la propriété de M. Bruno Briens, que la demande de M. Briens visant à sécuriser sa propriété est par conséquent légitime, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la cession de cette parcelle pour un montant de 4 € par mètre carré, soit un montant total de 1 728 €, de préciser que les frais annexes seront à la charge de l'acquéreur et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. Bien, merci Madame Drouet. Des questions? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 10, qui est pas réellement pareil, mais qui concerne les biens vacances en maître. Madame Drouet, je vous laisse rapporter ce point. Oui, merci. Donc, suite à la délibération du 5 juillet 2021, monsieur et madame Labédan se sont manifestés pour se porter acquéreur d'une liste de 62 parcelles qui sont situées de manière diffuse sur tout le territoire communal, essentiellement dans des zones boisées et qui représentent en tout une surface de 30 957 mètres carrés. La motivation de cette demande d'acquisition est la suivante, donc je cite. Je vous rappelle que nombre de ces biens bois taillis principalement sont limitrophes de ceux de la famille, de moi-même ou de mon épouse. Mon objectif reste de rassembler ces petites parcelles, en grande partie difficiles à situer exactement, dans le but d'en effectuer une meilleure gestion. Il est proposé aux membres du Conseil de se prononcer sur cette cession. Considérant la demande des époux Labédan en vue de l'acquisition des 62 parcelles du domaine privé communal, considérant que la question du prix d'acquisition n'a pas été négociée avec les époux Labédan, il est proposé aux membres du Conseil ce soir d'approuver la cession des 62 parcelles listées en annexe 1 que vous avez eu au profit de Madame et Monsieur Labédan, d'autoriser Monsieur le maire à en négocier le prix avec les intéressés, de préciser que les frais annexes à cette cession seront bien sûr à la charge de l'acquéreur et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. Très bien. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Madame Nold. Quand les 419 lots de biens vacances en maître, ils ont été incorporés dans le domaine communal, il n'a jamais été dit nulle part que vous alliez les vendre. Pourquoi l'annonce n'a pas été faite via le MAG ou les réseaux sociaux, comme quoi ces ventes pouvaient s'effectuer et ces achats? Parce que d'autres gens peuvent être susceptibles d'être intéressés par ces lots. Alors, pour répondre à votre question, j'ai prévu une petite intervention puisque la délibération propose de négocier. Et comme je l'avais dit en commission, j'avais quelques doutes. Parce qu'en effet, vous avez raison, l'objectif de récupérer ces biens vacances en maître, hormis de rétablir quelques éléments ubuesques comme les 2 cas d'avant, il n'était pas dans notre objectif de vendre. Mais il n'empêche que certaines personnes regardent le conseil municipal et donc il est normal, je pense, qu'ils se proposent voilà. Et j'ai eu encore dernièrement une proposition de quelqu'un d'autre pour les acheter. Alors pas ceux-là, mais d'autres, passons. Et du coup, après réflexion, et je demande à toute la majorité de bien m'écouter puisque c'est important pour ce point 10, je pense qu'en donnant une suite favorable à cette demande, la commune se déposséderait de la maîtrise du foncier communal. Or, la municipalité souhaite pouvoir garantir la préservation de ses espaces naturels et de sa biodiversité. La motivation avancée de création d'une réserve foncière privée va à l'encontre de cet objectif. Aussi, considérant que la demande des époux Labédan n'est pas motivée par un impératif majeur, considérant par ailleurs que cette demande va à l'encontre de la volonté municipale de conserver la maîtrise des espaces naturels en vue de leur préservation par la puissance publique, et on a vu avec tout ce qui s'est passé cet été que c'était important de ne pas se déposséder de tout cela. Je demande donc de voter contre cette délibération qui a été rapportée par Mme Drouet et de ne pas accéder favorablement à la demande des époux Labédan. Y a-t-il d'autres questions? Je voulais pénaliser personne. Ce que je voulais, c'était que la vente soit ouverte à tous. Mais oui. Parce que je trouvais ça pas normal, que ça soit pas porté à la connaissance de tous. Mais notre objectif n'a jamais été de vendre, mais on ne peut pas refuser à quelqu'un de regarder le conseil et de nous proposer de l'acheter. Enfin voilà. Oui. Donc, aujourd'hui, je demande à la majorité de voter contre cette délibération. D'autres interventions? Très bien. Qui est contre?
donc toute la majorité et tous les pouvoirs. C'est que la majorité. Très bien. Qui s'abstient? Monsieur Pinchot. Et qui est du coup pour, Madame Nold et Monsieur Adichan. Alors c'est un peu spécifique, c'est bon pour vous? C'est la première fois que ça arrive que la majorité vote contre. C'était pas le but de mon intervention de faire rater la vente par rapport aux époules à Bédan ou par rapport à n'importe qui d'autre. C'était pas mon objectif, donc c'est pour ça qu'on est. Ensuite, pour rappel, nous avons voté en début de conseil d'inscrire 2 nouveaux points à l'ordre du jour. Je vous fais passer du coup le 11e point, qu'il s'agit de désigner les membres du conseil pour siéger au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, dite CLECT, pour la communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise. Pour rappel, le conseil a désigné le 6 juillet 2020 un titulaire et un suppléant parmi les membres du conseil municipal pour siéger au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées pour la communauté urbaine GPSO. Le représentant titulaire ainsi élu a été M. Chevillat, qui a décidé de quitter ses fonctions d'adjoint au maire en 2021. Les travaux de la CLEF doivent reprendre prochainement avec des sujets particulièrement importants pour les finances de la commune. Aussi, il convient que leur représentation au sein de la CLEF soit assurée par un membre de l'exécutif. Il est donc proposé aux membres du conseil de procéder à une nouvelle élection pour remplacer M. Chevillat, qui était titulaire, et moi-même, qui était suppléant. Sont donc proposés par la majorité, moi-même en tant que titulaire, et M. Marc, adjoint aux finances, en tant que suppléant. Pour mémoire, le vote a théoriquement lieu à bulletin secret. Le conseil peut décider à l'unanimité de ne pas procéder à ce bulletin secret. Voilà, si on peut s'en dispenser, tout est prêt, mais si on peut s'en dispenser, ça serait bien. Considérant l'importance stratégique pour la commune de disposer d'un représentant au sein de la CLECT qui fasse partie de l'exécutif de la commune et soit en lien direct avec les finances de cette dernière, considérant que l'équilibre politique au sein du conseil est modifié du fait de la démission de M. Jean-Paul Chevillat de ses fonctions d'adjoint aux finances, considérant qu'il convient donc de désigner un nouveau représentant titulaire et son suppléant au sein de la CLECT, il est proposé aux membres du conseil de procéder à l'élection de nouveaux membres, comme suit: M. le maire en tant que représentant titulaire, M. Marc, adjoint aux finances, en tant que représentant suppléant. Je suis obligé de vous demander et de voter. Acceptez-vous de voter à main levée cette proposition? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à main levée à l'unanimité. Je vous en remercie. Maintenant, du coup, sur la proposition de la majorité, que je sois titulaire et que M. Marc soit suppléant pour la CLECT, qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Dernier point à l'ordre du jour avant de passer aux questions diverses. Mise en œuvre de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une action en justice pour diffamation envers les élus de l'exécutif. Le 6 octobre 2022, M. Guillaume Lécrivain et l'association Un Nouvel Élan pour Mézières ont posté sur le blog de la liste Un Nouvel Élan pour Mézières, un événement qui a été relayé via Instagram et Facebook, un tract qui a été distribué les jours suivants dans toutes les boîtes aux lettres des Méziérois. Le contenu de ce tract est diffamatoire à plusieurs titres envers le maire et ses collègues ayant reçu une délégation, et notamment, de par son titre, suspicion de détournement de fonds publics à Mézières-sur-Seine, qui est une accroche renvoyant le lecteur à la gravité d'un délit pénal. De par ses confusions entretenues lorsqu'il fait état d'une création d'une nouvelle taxe de 6%, sans qu'il soit précisé que son auteur fait référence à une délibération de la communauté urbaine et non de la commune, ou lorsque l'auteur fait état d'une augmentation de ses frais de représentation de 0 à 5 000 € par an, en parlant du maire, alors qu'il ne s'agit pas d'une augmentation mais d'une création, et que les 5 000 € en question constituent une simple enveloppe prévisionnelle permettant au maire de se faire rembourser des frais engagés dans des cas stipulés par la loi. Et enfin, de par la volonté de nuire en lançant des postulats inquiétants de type « la ville de Mézières court-elle à la faillite ». La diffusion de ce tract de façon massive et s'inscrivant dans une communication répétée visant à désinformer, inquiéter et nuire à l'image des élus incriminés, ainsi qu'à leur réputation, relève en ce sens de la diffamation telle que définit la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'exhaustivité du caractère diffamatoire de ce contenu et de sa forme seront développées, bien évidemment, dans un mémoire. Au vu de la gravité des propos, Monsieur le maire et ses collègues incriminés entendent déposer un recours devant les juridictions compétentes sur le fondement de la diffamation.
Le décret du 26 janvier 2017 fait entrer ce type d'action comme ouvrant droit à la protection fonctionnelle, telle que définie aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales. Il revient au conseil municipal d'approuver cette prise en charge des frais de représentation et de justice et d'en déterminer les contours, étant précisé que, dans leur recours, les élus visés souhaitent que M. l'écrivain et l'association Un Nouvel Élan pour Mézières soient condamnés aux dépens, c'est-à-dire au remboursement des frais engagés. Ainsi, en cas de jugement en faveur des élus incriminés, la commune sera remboursée de ces frais. La présente délibération est présentée sur table au Conseil du fait du court délai de prescription qui s'applique à cette qualification. Considérant que le tract diffusé par M. Guillaume l'écrivain et l'association Un Nouvel Élan pour Mézières entre le 6 et le 8 octobre par voie électronique et par boitage à l'ensemble des administrés de la commune constitue une diffamation envers l'exécutif du conseil municipal de Mézières-sur-Seine visé, considérant que ces faits justifient le déploiement d'une protection fonctionnelle au profit de M. le maire ainsi que ses collègues élus incriminés, il est proposé aux membres du Conseil d'accepter la prise en charge des frais d'avocat et de justice pour l'action par voie d'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire compétent, engagé pour la défense de la réputation et de l'honneur du maire et des élus municipaux visés dans le tract intitulé « Infolette numéro 2, suspicion détournement de fonds publics à Mézières-sur-Seine », diffusé par M. Guillaume l'écrivain et l'association Un Nouvel Élan pour Mézières par voie dématérialisée et papier distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune du 6 au 8 octobre 2022. Y a-t-il des questions ou des prises de parole sur cette délibération? Non? Monsieur Pinchot, ok. Oui. Je voulais simplement dire, puisque nous faisions il y a quelque temps un groupe de 4 élus, que je ne fais plus partie de ce groupe de 4 élus et que je m'en félicite à l'occasion de ce tract. Comme vous le savez, ceux qui ont suivi ces épisodes, ce groupe d'élus était à l'origine d'hiver droite, mais il ne supporte plus aucune autre sensibilité que celle des Républicains. Et M. Guillaume l'écrivain, qui est l'auteur du tract, n'est pas un élu, mais il est officiellement un cadre des Républicains, puisqu'il est le référent jeune LR pour la 9e circonscription. Donc je tiens à dire que je ne m'associe aucunement à ce tract qui émane en fait du parti Les Républicains. Je ne me sens pas du tout engagé par ce qu'il a écrit. On remarque que ce tract, d'ailleurs, curieusement, n'est pas signé du parti Les Républicains. Il n'y a aucune indication pour un contact éventuel. En général, quand on fait un tract, c'est pour que les gens qui sont d'accord avec le contenu vous contactent. Bon, là, apparemment, ce n'est pas le souci. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail signalé. C'est un peu la preuve qu'on ne cherche pas à rassembler, mais uniquement à salir. Donc, je ne peux pas m'associer à cet exercice. Je trouve d'ailleurs que ce sont des méthodes qui ne sont pas souhaitables. Et en ce qui me concerne, je préfère avoir un combat politique. Tout le monde sait que je ne partage pas les options politiques de M. Fontaine. Nous sommes peut-être aux antipodes l'un de l'autre en ce qui concerne les engagements politiques nationaux, je dis bien nationaux, mais je respecte sa fonction de maire et le travail qu'il effectue localement au service des habitants. C'est pour ça que j'éprouve un certain malaise devant ce tract, purement accusateur, qu'il n'y a pas de constructif dans ce document, et il est à l'opposé de toute mon action et de mon discours politique qui vise d'autres objectifs. Il ne s'agit pas de s'inspirer d'une fausse droite revancharde et scrogneugneux, mais de la défense de l'intérêt national et du bien commun. Merci, M. Pinchot. Merci, M. Pinchot, vraiment. Bien, il y a d'autres interventions? Nous allons prendre part au vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah bon, du coup, ça m'étonnait aussi. Monsieur Adichan, Madame Go et Madame Noll sont contre. Qui s'abstient?
vote à la majorité. Je vous en remercie. Avant les points divers, je voulais aussi vous annoncer quelque chose en lien avec ce vote sur la mise en œuvre de la protection fonctionnelle. J'ajoute donc en complément à ce que nous venons de voter, bien évidemment, comme M. Pinchot, que je déplore une infraction aujourd'hui encore bien plus grave au regard du droit et non de mon ressenti, à savoir la publication de documents confidentiels non diffusables. En effet, le tract est publié sur le blog de l'association Un Nouvel Élan pour Mézières, avec à l'appui 2 documents protégés au titre du secret des affaires et aussi du secret de la commune. J'ai bien évidemment été surpris de cette publication, même si je n'ai aucun doute sur l'intégrité des agents communaux. Ayant pris quelques minutes de réflexion, je me suis souvenu avoir même communiqué ces 2 documents à une élue présente ce soir autour de cette table, dans le cadre de ce qui m'est apparu comme une demande tout à fait légitime pour une élue siégeant au sein du conseil municipal. Je suis malgré tout stupéfait que cette personne ait pu communiquer cette pièce et en ait autorisé la diffusion au grand public, d'autant que je vous avais tous adressé en avril 2021 une note sur le devoir de discrétion d'un élu dans le cadre de ses fonctions. Toujours est-il que je vous informe dès maintenant qu'une action en justice va être déposée contre cette personne qui se reconnaîtra. Je lui souhaite qu'aucune des sociétés qui ont vu ainsi leur secret, le secret de leurs affaires publiées au grand jour ne dépose plainte à leur tour. Je me permets de rappeler que nous parlons là d'une affaire au pénal qui expose son ou ses auteurs à une peine d'emprisonnement de 2 ans et de 30 000 € d'amende. Ça fera l'objet d'une décision du maire que vous pourrez lire au conseil municipal de décembre. Questions diverses, questions orales. Monsieur Pinchot, vous nous en avez fait parvenir. Je suis le seul ? Oui. Alors, c'est pour revenir sur 2 questions qui me tiennent à cœur et sur lesquelles des réponses provisoires avaient été données. La première, c'est la question de la création d'une commission pour traiter des questions d'incivilité et de sécurité publique. Les questions de sécurité publique sont importantes. La sécurité, c'est la première des libertés. Nous ne devons pas pratiquer la politique de l'autruche face à ces problèmes, ni balayer d'un revers de main les désagréments quotidiens et les inquiétudes qui montent dans la population. C'est pourquoi j'avais proposé, et je propose toujours, de créer un groupe de travail, une commission qui soit constituée d'élus, bien entendu, éventuellement d'ailleurs en intercommunalité avec Épône, à l'image de notre police pluricommunale, où il pourrait y avoir des spécialistes de ces questions, des policiers, des magistrats, des éducateurs, pour étudier ces problèmes dans la sérénité et mettre en place les dispositifs et les solutions concrètes permettant d'anticiper les évolutions indésirables de l'insécurité dans nos communes. Nous avions déjà, lors du précédent mandat, fait des avancées dans ce domaine avec les caméras de vidéoprotection. Il serait important que, vis-à-vis de tous les habitants, nous puissions régulièrement, les élus, l'ensemble des élus, et régulièrement des comptes rendus sur ces questions. Je vais vous répondre du coup. Merci. Alors, en effet, vous m'avez déjà interpellé sur le sujet, et cette fois, Monsieur Pinchot, je vais y répondre par la positive. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais cette fois, je vous le concède, la sécurité et la lutte contre les incivilités sont les premières libertés que nous devons à nos habitants. Ainsi, nous ne pouvant parler au nom d'Épône, même si votre proposition est légitime, nous verrons ce point ultérieurement. Mais je vous affirme que d'ici la fin de l'année, je réunirai un groupe de travail à l'ensemble des élus qui souhaiteront s'emparer de ce dossier, bien sûr afin de pouvoir faire les bons choix, puis demander à notre pluralisme communal un chiffrage de nos envies et besoins. Je proposerai à son chef de service de venir nous rendre compte des statistiques de notre commune sur les 3 dernières années. Donc ce sera fait, M. Pinchot, avant la fin de l'année. Deuxième question. Merci. Alors je passe à la deuxième question. J'espère que j'aurai également une réponse positive, mais là ça va être un petit peu plus difficile, parce que c'est le retour sur la hausse
que je qualifierais de difficilement supportable des taxes foncières de 2022 dans les communes de GPSO. J'avais, au dernier conseil, et je crois seul à l'époque, souligné les conséquences délétères de l'augmentation importante des taxes foncières dans le contexte d'atteinte au pouvoir d'achat des Français que nous subissons actuellement. Eh bien, depuis, un mouvement de protestation s'est levé sur les réseaux sociaux. Il y a un collectif citoyen GPSO qui s'est créé sur Facebook à l'initiative de gens de Conflans-Sainte-Honorine. Une pétition circule contre cette augmentation jugée trop importante. Les gens auraient souhaité que ça soit plutôt 3% que 6%, et très inopportune. Mais cette pétition va plus loin, parce qu'elle pose plus largement la question de la dimension de GPSO et de son efficacité, sujet que j'avais également abordé il y a quelque temps. Un appel circule auprès de tous les habitants concernés, c'est-à-dire les propriétaires de leur logement, puisque seuls les propriétaires payent les taxes foncières. Des communes GPSO, bien entendu, un appel à se rassembler pacifiquement à 17h30 jeudi 20 octobre devant le théâtre de la Nacelle, rue Montgardet à Aubergenville, à l'occasion du prochain conseil communautaire pour protester contre cette augmentation insupportable et faire entendre cette voix de la protestation. Alors merci M. Pinchot, je vais vous répondre également, même si là pour le coup je serais moins d'accord avec vous, mais vous vous en doutiez. M. Pinchot, je pense que ce n'est pas l'endroit pour faire la promotion d'un collectif dont nous ne connaissons pas les administrateurs, car trop récents, ni les volontés qui pourraient être politiques. Et on a vu quelques vidéos dernièrement sur le sujet. Ce collectif, s'il était pertinent, se serait créé avant le vote en séance, car le sujet était déjà largement connu par ceux qui s'intéressent à la vie de la communauté urbaine ou qui lisent simplement les journaux locaux. Je me suis d'ailleurs très largement exprimé à 3 reprises en conseil municipal sur le sujet, ainsi que sur 2 de mes Facebook Live. L'ensemble de ces interventions étant filmées et visionnables a posteriori, vous comprendrez que votre information ne mérite pas de réponse complémentaire. Soit. Bon, on va voir comment évolue la situation. En tout cas, la protestation, elle existe et elle monte, y compris sur les sujets que j'avais il y a un peu plus longtemps évoqués, à savoir la dimension. Est-ce que GPSO n'a pas dépassé sa taille optimale? Et certains demandent la scission en 2 ou 3 communautés urbaines et le sujet de son efficacité. Voilà. 3e point. Alors, c'est une question ouverte. Comment faire face à court terme à l'inflation des coûts de l'énergie pour les municipalités? Alors, il faudrait peut-être commencer par rappeler les causes, parce que les causes ne sont pas cette inflation des coûts de l'énergie, elle n'est pas venue par hasard, ce n'est pas le résultat de considérations de marché ni climatiques, c'est le résultat de décisions politiques, même de décisions internationales dans certains cas. Et puis, qu'est-ce que les pouvoirs publics annoncent pour aider les communes et boucler leur budget, qui, contrairement à celui de l'État, doit obligatoirement être en équilibre? Merci, M. Pinchot. D'ailleurs, si la tribune que vous avez faite sur le point de la protection fonctionnelle, si vous pourrez nous l'envoyer d'ici demain. Merci. Du coup, sur ce point, M. Pinchot, bizarrement, là encore, je suis d'accord avec vous. Autant le bouclier tarifaire mis en place par notre gouvernement qui plafonne les dépenses en énergie des ménages, même si cela est toujours trop et l'ensemble des élus ici présents le subissent comme tous nos habitants. Par contre, sans entrer dans le détail des raisons des augmentations spectaculaires du prix des énergies qui nous dépassent, je ne comprends pas que rien ne soit annoncé pour les collectivités territoriales. Comme je l'ai dit lors de ma dernière entrevue en direct et en vidéo avec nos habitants, j'ai appris fin juin dernier par le syndicat d'énergie des Yvelines que notre facture annuelle d'environ 170 000 € passerait en 2023
à plus de 600 000 euros. En effet, les collectivités, toutes bien gérées de par la loi, et vous l'avez rappelé, ne pourront pas se permettre de payer sans aide cette augmentation brutale. J'ai interpellé notre député sur le sujet et j'attends sincèrement des avancées dans le projet de loi de finances qui est en débat à l'Assemblée nationale. Projet de loi de finances dont nous avons besoin chaque année pour notre débat d'orientation budgétaire. J'attire malgré tout juste votre attention tout de même, car ce matin, la ministre Pannier-Runacher a annoncé que le prix du gaz, les prix du gaz ont récemment chuté en deçà des hypothèses que le gouvernement avait envisagées pour le bouclier tarifaire. Nous pouvons donc malgré tout nous réjouir que le contexte soit largement suivi par les pouvoirs publics et garder bon espoir pour que les collectivités et les entreprises soient accompagnées par l'État. Nous verrons à l'issue du vote du projet de loi de finances, qui en plus d'ailleurs, ce que j'ai entendu, passerait en 49.3. Voilà. Très bien. N'ayant pas d'autres questions diverses. Monsieur le maire, je m'excuse de... Ah oui, je n'ai pas déposé de questions diverses. C'est sur la rue de Chauffour, c'est tombé lundi soir. Donc, ah oui, bien vu. Je ne pouvais pas poser de questions diverses sur le sujet. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus et savoir pendant combien de temps ça va être bloqué? Merci Madame Nol, parce que j'allais clôturer la séance et je pense qu'il y a des habitants qui nous regardent. Déjà, je m'excuse Madame Nol, puisqu'au dernier conseil, vous m'avez posé une question que j'ai dit vous répondre en questions diverses à cette séance et vous voyez, je ne vous ai pas répondu, mais je ne vous ai pas oublié. Donc vous me demandiez, lors du dernier conseil, le fonds de roulement, donc la trésorerie à date sur le compte de la commune. Il y a toujours en moyenne 900 000 euros sur le compte de la commune. Sachez qu'en 2020, il y avait 1,3 million. Pourquoi une baisse? Souvenez-vous, on a acheté 450 000 euros de foncier pour anticiper l'agrandissement de l'école. Et on ne l'a pas acheté à crédit, on l'a acheté en propre. Pour rappel aussi, pour que les élus sachent ou les habitants, on a 900 000 euros sur le compte tout le temps à peu près, et nos besoins au mois, c'est à peu près 300 000 euros. C'est 200 000 euros de ressources humaines et puis 100 000 euros de tout ce qui est frais, enfin voilà, l'entretien, les fluides, etc. Donc on a à peu près 3 mois de trésorerie sans aucun souci. Ensuite, sur votre demande, donc les éboulements de la rue de Chauffour, en effet, dimanche soir, j'ai été appelé, enfin l'astreinte qui était, du coup, M. Martin a été appelé par les pompiers puisqu'il y avait un éboulement. Et éboulement qui a été causé par une fuite dans la rue des Ligneux, une importante fuite d'eau, qui a du coup, il y a peut-être encore une tache. Si vous vous rapprochez derrière l'abribus, vous verrez encore certainement une tache dans la falaise. Et du coup, l'eau a été infiltrée et le sable, la falaise, c'est du sable. Et du coup, ça a affaibli la falaise et du coup, il y a eu des éboulements. Donc, le soir même, on a fermé la rue. On a sécurisé tout ce qu'on pouvait sécuriser. Et puis, j'ai appelé CEFO. Ils sont intervenus dans la nuit même. On profite du coup de ce moment puisque, vous le savez, toute cette parcelle qui va, ça fait plus de 100 mètres linéaires. On avait mis tout en bas des blocs puisqu'il y avait eu un éboulement il y a 1 an. Et du coup, là, on s'est dit, autant, on voulait attendre puisqu'il y a les biens vacants 100 mètres. Voilà. Et puis, on attend l'avis du notaire aussi puisqu'il y a des propriétaires fonciers à qui on a proposé soit de faire les travaux, que le CEREMA nous avait... il y a une instruction du CEREMA, qui est le bureau d'études d'État sur les ponts roncheux, en l'occurrence. Forcément, les habitants, on leur a dit, soit vous faites les travaux, soit vous nous vendez 1 euro. Ils nous ont tous dit, on vous vend 1 euro. Sauf que la notaire, on l'attend un peu. Maintenant, étant donné ce deuxième éboulement, avec la directrice générale des services, on a pris la décision de profiter du blocage de cette rue et de sécuriser tout le monde. Dès demain, alors ça devait être fait aujourd'hui, mais ils ont eu des problèmes d'essence, il ne vous aura pas échappé qu'il y a des soucis. Mais dès demain, toute la rue de Chauffour, ça va démarrer dès demain pendant presque 2 jours et demi. Tout va être élagué, donc tous les arbres qui menacent de s'effondrer vont être coupés, etc. etc. Et la route sera ouverte, je l'espère, je touche du bois, bon c'est du faux bois, lundi soir. À l'issue de quoi, GPSO, qui était aussi sur site dès le lundi matin avec nous, GPSO ici en ordre de bataille pour nous accompagner, puisqu'on est une petite commune et on n'a pas tous les moyens techniques qu'a GPSO, donc il y a un spécialiste des falaises qui est venu. Dès que ça va être coupé lundi et réouvert, ils vont repasser, ils vont faire une étude. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a tout coupé, pour pouvoir replanter des arbres qui vont être bien ancrés et qui vont retenir,
trouver un dispositif qui est à la fois esthétique et rassurant pour protéger cette voirie. Voilà. Donc là, en 2022, on défriche tout. Et sur le budget de 2023, on aura une somme à mettre. Alors j'espère que GPSO nous accompagnera. Mais bon, on verra. Et c'est que la plantation des arbres qui va retenir la falaise? Non, je vous ai dit plantation d'arbres plus dispositif sécuritaire. Donc voilà, pour tous les habitants qui nous regardent, la rue de Chauffour, je l'espère, sera ouverte lundi soir. Juste du coup en complément, il y a Halloween le samedi 23 octobre de 14h30 à 21h30. Samedi 29 octobre. Samedi 29 octobre, 14h30, 21h30 à la salle Arc-en-Ciel. Et si vous voulez tout le programme, etc., alors je sais qu'il y a des affiches, on en a parlé sur les réseaux, mais sinon vous pouvez vous rapprocher de la LSH pour le programme et les inscriptions. Enfin et surtout, puisqu'il n'y aura pas de conseil municipal d'ici là, j'invite tous les concitoyens, j'invite tous les représentants associatifs, j'invite tous les membres du conseil municipal à ne pas oublier la commémoration du 11 novembre qui se déroulera à 11h, où nous fêterons et nous commémorons en même temps les 100 ans du monument aux morts de Mézières. Je pense ne rien avoir oublié. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. Je remercie les concitoyens qui nous ont regardés et je clôt ce conseil municipal. Merci.